ça n'en vaut pas la peine. Bon, alors, oui, ben tiens, commencez poliment au lieu de pousser des cris. Qu'est-ce qu'on crie? Bon, voilà. Bon, les amis, on est en train de mener une campagne législative extrêmement ardente. Et je veux que vous compreniez tous bien, des plus jeunes aux plus anciens, de quoi il est question. Si vous n'entendez rien, vous avez qu'à tendre les oreilles et vous taire. Voilà. Eh bien oui, c'est pas pour rien qu'on vous dit que je suis pas aimable, hein. Ben, c'est vrai, voilà. Bon, les gens, c'est une campagne législative extrêmement active. Pour ceux qui ne suivent pas tout, d'abord, je donne les précisions. Le premier tour, c'est le 11, et le deuxième tour, c'est le 18 juin. Naturellement, nous vivons dans une monarchie présidentielle, c'est la 5e République, et vous venez de vous en apercevoir. Mais le Parlement, quand il est élu, a des pouvoirs considérables dans la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. C'est le Parlement qui vote le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, et c'est lui qui vote la confiance ou qui peut voter la défiance à un gouvernement. C'est donc pas une élection formelle, c'est pas un acte administratif qui viendrait après l'élection présidentielle. Et telle qu'a été cette élection présidentielle, pour la première fois depuis très longtemps, l'élection législative pourrait être quelque chose de beaucoup plus ouvert que tout ce que nous avons connu dans le passé. Et pour nous, c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un groupe de gens qui veulent remplacer les autres. Ce n'est pas notre sujet. La France insoumise, c'est le mouvement de la révolution citoyenne. Et la révolution citoyenne, ça veut dire la récupération par le peuple du pouvoir sur sa propre vie. Et le premier de ces pouvoirs, c'est de garantir une existence digne à tous ceux qui veulent vivre de leur travail et qui ne demandent pas à devenir des milliardaires, comme le suggérait stupidement M. Macron, parce qu'être milliardaire, c'est être névrosé, parce que les milliards ne servent à rien, vous ne les emmenez pas dans votre tombe, et de toute façon, les possibilités que ça vous procure ne vous servent strictement à rien. Nous sommes les tenants d'un certain ordre du monde, dans lequel les êtres humains vivent en harmonie les uns avec les autres, c'est-à-dire sans que l'un essaye d'écraser l'autre, sans que l'homme écrase la femme, sans que le puissant écrase celui qui a moins de moyens. Un monde qui est en harmonie sociale et un monde qui cherche à être en harmonie avec la nature et avec les animaux qui ne sont plus considérés par nous comme des choses. Voilà, cet idéal du monde, nous l'avons mis en forme. Nous avons montré comment il pouvait se construire, comment il pouvait être organisé. C'est le sujet du programme L'Avenir en commun. Pour moi, vous savez, c'est un très grand sujet de fierté de savoir que 80% des gens qui ont soutenu ma candidature à l'élection présidentielle l'ont fait pour des idées et pour un programme, et pas pour ma personne. Ils l'ont fait pour des idées et pour un programme. Ce qui nous relie tous ici, alors que nous avons des histoires si différentes, que nous sommes d'âge si différents, que nous avons des passions si différentes, ce qui nous relie, c'est ce programme. Ceux qui ne l'ont pas lu, je n'ai qu'un conseil à donner, lisez-le, parce que c'est ça que nous avons en commun et rien d'autre. C'est pas ma tête, c'est pas ma manière de parler, ni tout le reste, ni non plus celle de nos amis qui sont candidats. J'en dis un mot. Donc cette élection, elle a une très grande importance parce que ce peut être le moyen pour nous de changer complètement et de fond en comble le paysage dans lequel nous évoluons. Les gens, écoutez-moi bien, l'autre y croit que parce qu'il a été élu en face de Madame Le Pen, qu'on aurait mis une table, une chaise ou une chèvre, elle aurait été élue également. Parce que tout le monde dans ce pays sait très bien que cette femme est folle et que ce qu'elle propose ne permet absolument pas d'organiser notre société. Même les gens qui comprennent le moins la politique, ils voient bien qu'elle veut provoquer une véritable bataille rangée entre nous tous, suivant la couleur de notre peau, suivant notre religion, ou suivant je ne sais quoi, ou quelle fadaise leur passe par la tête. Il a donc été élu parce que plein de gens ne voulaient pas voir l'autre être élu. Ça n'a jamais voulu dire que la majorité du peuple français est d'accord pour qu'il applique le programme de M. Macron. Et le programme de M. Macron, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Et on leur vend depuis des jours et des jours uniquement un joli personnage. Arrêtez de vous taper l'oreille, monsieur. Oui, oui, vous avez un problème avec votre oreille, d'accord? Je ne peux pas parler plus fort. Je ne vais pas hurler pour vous faire plaisir. Alors rapprochez-vous. Bon, donc, depuis maintenant les jours qui passent, on vous présente une comédie dont j'espère que vous avez tous vu à quel point elle est offensante pour votre propre intelligence. C'est Macron à la piscine, Macron à la neige, Macron à la plage, Macron et sa dame, Macron et son chien, Macron et son cousin, Macron et son voisin, et ainsi de suite. Et hier, vous aviez la cérémonie de Versailles. Bon.
Vous vous rappelez les gens que pendant les 15 derniers jours qu'ont terminé l'élection présidentielle, ils ont passé leur temps à me salir, à me jeter des pierres en expliquant que j'étais un poutinien, d'accord? Et qu'est-ce que je disais à ce moment? Exactement ce qu'ils sont tous en train de dire maintenant, à savoir qu'il faut discuter plutôt que faire la guerre. Que deuxièmement, en Syrie, il n'y a pas d'autre solution que d'y organiser des élections. Parce que l'autre solution, c'est faire la guerre, et la guerre, ils la font déjà, et seulement les pauvres gens meurent, et c'est tout. Et enfin, que qui que ce soit qui utilise des armes chimiques, eh bien, nous les Français, nous le condamnons. Mais nous ne disons pas qu'il y aura immédiatement une réplique des Français, parce que ça ne veut strictement rien dire que d'aller bombarder là-bas comme je te pousse, une fois qu'il y aurait telle ou telle arme qui serait utilisée. Vous me comprenez bien? Ça veut dire que sur tous ces points pour lesquels j'ai été tant injurié, tant calomnié, pendant 15 jours, c'est exactement la seule solution raisonnable qui est applicable et qu'ils sont en train de faire. Rappelez-vous-en, chaque fois vous entendrez dire tant de mal de moi, pour un mot, pour une expression. Sur cette affaire de la Syrie, je me rappelle, il y avait une photo dans un journal très célèbre dans ce pays, que je ne dis pas son nom parce que j'ai déjà assez d'ennemis comme ça. Et la photo, c'était la paix de Mélenchon, c'est la paix de Moscou. Et j'avais les yeux baissés, mon petit rameau d'olivier à la main. Et le même journal, vous avez la même photo, mais cette fois-ci, c'est M. Macron rayonnant, et il est marqué « Enfin, le dialogue reprend ». Voilà, vous avez compris? Ne les croyez pas, ce sont pratiquement tous des menteurs et des lobbyistes. Et vous avez un gouvernement comme il y en a peu eu dans ce pays depuis fort longtemps, depuis tant d'années. C'est la première fois qu'on voit autant de gens qu'on appelle des lobbyistes. Vous savez ce qu'est un lobbyiste? C'est quelqu'un qui représente un intérêt privé. Et il passe son temps à essayer de convaincre les parlementaires d'appliquer cet intérêt privé. Eh bien, c'est la première fois qu'on voit autant de lobbyistes qui sont dans un gouvernement. Et le premier d'entre eux, c'est le Premier ministre. Parce qu'il était, lui, chargé de faire le lobby d'Areva, c'est-à-dire du premier puissance nucléaire de ce pays. Et cet homme est maintenant Premier ministre. Et mettez-vous bien dans la tête la chose suivante. Pendant ce quinquennat-là, il y a 19 réacteurs nucléaires qui arrivent en bout de course. Si vous ne décidez pas maintenant qu'on va les remplacer par des énergies renouvelables, au moment où on arrivera à leur état d'épuisement, on vous dira « Ah ben les gens, on ne sait pas le remplacer, donc on va continuer à les faire fonctionner ». C'est ça qui prépare. Eh bien, quand vous avez des enjeux comme cela, quand vous voyez des gens aussi étranges coalisés dans un gouvernement, quand est-ce qu'on a vu une chose pareille? Le ministre du Travail, c'est un ancien chef du personnel de Nestlé, une multinationale, dont personne n'a entendu dire que c'était le paradis sur Terre pour ses employés qui sont là-dedans, sinon ça se saurait. Et cette femme qui est ministre maintenant, qui elle a pris comme directeur de cabinet l'ancien directeur adjoint du MEDEF. Vous vous rendez compte? Le syndicat des patrons est représenté directement à la tête du ministère du Travail. Et vous autres, notamment les plus jeunes, c'est à vous que je m'adresse pour que vous sachiez cette chose. Le ministère du Travail, est-ce que vous savez quand on l'a créé? On l'a créé quand est arrivé dans ce pays le plus grand accident industriel de son histoire. C'était à la mine de Courrières dans le Pas-de-Calais. Les pauvres gens qui étaient là, d'un coup il y a eu un éclat de grisou et il y a eu 1300 mineurs qui ont été ensevelis. Pendant des jours et des jours, les femmes attendaient avec leurs enfants pour savoir qui allait ressortir de la mine. De temps à autre, il en ressortait un et les gens s'accrochaient à l'idée qu'un autre sortirait. Ça a été si terrible, si terrifiant qu'on a dit ça ne peut plus durer, de ne tenir aucun compte des conditions de sécurité des travailleurs. Et c'est alors qu'on a créé le ministère du Travail. Pas pour y mettre des directeurs du personnel, mais pour s'occuper des travailleurs, de leurs droits, de leur sécurité. Voilà pourquoi on a créé le ministère du Travail. Et nous autres, on n'a pas honte de dire qu'on représente la classe qui travaille. Ceux qui veulent vivre de leur intelligence, qui mettent au service des autres dans le travail. Et des fois que c'est pas de chance, que c'est un malheur, qu'on n'a pas de travail et qu'on est chômeur et qu'on enrage et qu'on tourne en rond alors qu'on voudrait se rendre utile. Et eux, ils considèrent qu'un chômeur, c'est un feignant et un planqué. Parce que eux sont des feignants et des planqués à la première occasion. Mais aucun des nôtres n'a jamais pratiqué comme ça. Toujours, nous avons voulu gagner dignement notre existence. Alors, voilà ce qui vous attend. Si jamais vous élisez cette bande d'illuminés comme députés, ils feront une majorité, ils vont vous appliquer ce qu'ils ont décidé. Pour vous, le plus important, qu'est-ce que c'est? Vos gosses, vos anciens, pour qu'ils soient soignés, pour que les gosses soient éduqués. C'est ça qui compte dans nos vies. C'est nos logements. Et eux, qu'est-ce qui leur importe plus que tout? Le code du travail. C'est tout ce qui les intéresse. La première chose qu'ils veulent faire, c'est s'en prendre au code du travail. Alors il faut bien que vous écoutiez ça et que vous le compreniez. Le code du travail, c'est pas comme le code de la route. C'est pas juste des règlements et des conventions. Ça nécessitait le code de la route. Le code du travail, il est écrit avec des larmes et du sang. Ce sont les luttes de vos parents, de vos grands-parents pour garantir les droits des travailleurs. Chaque page a été arrachée dans la lutte de classe. Voilà la vérité. Ce code, il est sacré. Il représente la protection de chacun d'entre nous. Ça veut dire que la loi est la même pour tous, la durée du travail la même pour tous.
les interdictions d'âge auxquelles on a le droit de travailler aussi pour tous. Est-ce que vous croyez que c'est par gentillesse qu'ils ont laissé les mômes sortir des mines? Non, c'est parce qu'on l'a interdit par la loi. Et au moment où on l'a fait, ils trouvaient encore le moyen de dire qu'on allait ruiner la compétitivité des mines de charbon. Voilà qui sont ces gens. Rien ne les arrête jamais, rien ne les retient jamais quand il s'agit de tondre les pauvres gens. Eh bien, regardez ce qui va se passer s'ils remettent en cause le Code du travail. Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas que la question de la durée quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du travail. Ils veulent mettre les autres questions, sans doute aussi les salaires, la manière de payer. Jusqu'à présent, comment on faisait? Eh bien, vous aviez la loi, la même pour tout le monde. Et ensuite, vous aviez la convention de branche, et ensuite la convention d'entreprise. Et bien maintenant, c'est dans l'entreprise que ça va se passer. Est-ce que vous vous croyez assez fort, chacun tout seul, pour aller voir votre patron, et vous croyez que vous allez discuter tranquillement de vos horaires de travail et de votre paye? Et même si vous en avez un qui est sympa et qui vous aime bien et qui est un bon patron ou une bonne patronne, eh bien il sera obligé de faire aussi durement que le voisin d'à côté s'il veut rester compétitif. Ces gens-là vont tout désorganiser et précipiter les uns contre les autres. Non seulement les travailleurs, mais aussi les petits patrons entre eux. Rappelez-vous bien de tout ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est ça qui se prépare, c'est ça qu'ils ont l'intention de faire. Et ils enrobent tout ça avec des grands mots pour que personne ne comprenne rien. Et qu'on dise, ah, il est formidable, il est jeune, il est ci, il est là, je sais pas quoi, son truc. Et vous avez un journal à la une dimanche dernier, ils vous prennent pour des animaux. Comment ils osent faire un titre pareil et écrit dessus, Macron séduit le monde. Non, mesdames et messieurs, pas le monde, la galaxie, l'univers. Ne retentit que d'un seul cri, Macron, Macron. Et quand ils se comportent de cette manière, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont la sale habitude de lécher les bottes des puissants dès qu'elles se présentent, c'est parce qu'il s'agit de vous abasourdir, de vous désarmer, de vous faire dire qu'on ne peut rien, que de toute façon la partie est perdue et qu'il faut se résigner. Or la partie n'est pas perdue. Pourquoi ? Parce que les gens viennent déjà d'envoyer balader les deux vieux partis qui tenaient cette maison à bout de bras et qui s'appellent PS ou qui s'appellent les Républicains. De toute façon, ils pratiquaient la même politique. Alors la première des choses, c'est de terminer le travail. Renvoyer tous ces gens-là chez eux et qu'on n'en parle plus pendant un bon moment, le temps qu'ils se refassent une santé et qu'ils apprennent un peu dans l'opposition à respecter les gens au lieu de les maltraiter comme ils l'ont fait pendant tant d'années. Et maintenant, il ne reste plus que 3 groupes qui sont là, qui sont forts. D'abord celui de Macron qui a réussi à regrouper des PS et des macronistes et des gens de droite. Alors ça, je vous préviens, c'est une belle ruse. Hein. Ils n'arrivaient pas à le faire. Ça se faisait en Allemagne, ça se faisait ailleurs. Il y avait la grande coalition, ils appelaient ça. Hein. Des PS et des droites ensemble pour gouverner. Ben là, ils sont en train de le faire. Et vous allez voir comme ils sont malins. Le Macron, dans chaque circonscription, il a 3 candidats. Le sien qui s'appelle La République En Marche, le PS. Et le troisième, c'est le républicain, il est paumé, de toute façon il s'en fout, pour tout ce qui est de droite, il est d'accord. C'est ça la vérité. Mais regardez bien, il vous annonce dans les sondages, il va faire 30% des voix. Ah ah, vous vous dites 30%, ça fait vraiment beaucoup. Comment? Il a gagné d'avance, c'est même pas la peine d'aller voter les gens. Il a gagné d'avance. Expliquez-moi voir comment il fait 30% des voix alors qu'il n'a pas des candidats dans toutes les circonscriptions. Comment il fait 30% en moyenne alors qu'il n'y a pas autant de candidats de M. Macron qu'il y a de circonscriptions dans le pays? Et quand vous allez au ministère de l'Intérieur, le soir du résultat des élections, vous n'aurez pas écrit majorité présidentielle. Il sera écrit La République En Marche, le MoDem, je ne sais pas quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer les gens? Comme il n'y a pas majorité présidentielle, le soir du premier tour, il y en a qui auront survécu au premier tour et le lendemain matin, tchouf, lève la repas en majorité présidentielle. Et c'est comme ça qu'ils vont faire pour entre les 2 tours, ramasser tous ceux qui traînent, qui veulent changer de camp ou qui veulent retourner leur veste en leur disant venez par ici, c'est là que ça se passe. C'est ça qu'ils vont faire. Et donc ils commencent déjà à mentir aux gens en vous présentant des gens qui ont des étiquettes et qui vont en changer demain. Et si vous avez le moindre doute sur la question, et si en reste encore parmi vous qui ont des illusions sur ce que sont capables de faire les gens qui ont comme étiquette le Parti Socialiste, ils ont qu'à regarder ce qu'a fait Manuel Valls, tout ce qu'a fait Malek Bouti, qui commence par se faire investir par le Parti Socialiste, puis il court chez Macron pour dire allez donnez-moi l'étiquette, et l'autre lui dit vous êtes tellement dégoûtant que même moi je veux pas de vous. Et il les fout dehors, et ils sont là et ils attendent sur le quai de la gare, hein, avec les 2 pancartes possibles. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc vous n'avez pas 50 choix. Si vous trouvez que le monde que vous propose M. Macron vous intéresse, eh bien les gens, n'hésitez pas, faites-le, allez au bout de vos convictions.
Et puis si vous êtes d'extrême droite et que vous supportez pas les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, la même religion, allez voter pour l'extrême droite, encore que c'est une idée à mon avis complètement stupide parce que ça sert strictement à rien, à part qu'afficher la pagaille dans le pays. Mais si vous voulez de cet autre monde que vous propose la France Insoumise, alors bon sang de bois, élisez les députés qui correspondent à ça. Celui-là que vous avez là et celle-là. Celle-là aussi elle compte, pourquoi? Parce que si celui-là il est ministre parce que j'ai gagné, c'est elle qui sera votre député. Bon, comme je cours de l'un à l'autre, il faut que je me dise quand même un mot, parce que moi, ça me fait du bien de vous voir. Je ne sais pas quel effet ça vous fait à vous, de me voir, mais moi, ça me fait du bien. Alors, vous avez vu, pendant 15 jours avant le premier tour, tous les jours, hein? Et après, on a eu 15 jours entre les deux tours, où ils me sont tous tombés dessus. Et comme entre les deux tours, je refusais de dire « il faut voter Macron », aucun d'entre eux, ils faisaient tous semblant de ne pas entendre ce que je disais vraiment. J'ai dit pas une voix pour Madame Le Pen. Et alors, il y en a qui ont déduit que je disais ni le Macron ni Le Pen. Pas du tout, j'ai dit pas Le Pen. Mais je n'ai pas dit pour Macron, parce que vous ne me l'arracherez pas de la bouche. Pourquoi? Moi, je sais bien ce que j'ai fait. Mais vous autres, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'étiez pas tous du même avis. Vous n'étiez pas tous du même avis. Les uns ont voté blanc, les autres ne sont pas allés en disant la mascarade a assez duré, et d'autres ont voté Macron. Et moi, vous ne m'avez pas donné pour consigne d'aller vous dire ce qu'il faut faire. Non. Et donc, moi, je voulais pouvoir vous retrouver tous unis derrière la même banderole de la France Insoumise pour élire des députés comme Le Var. Je voulais pouvoir vous retrouver comme ça. C'est pour ça que j'ai dit pas une voix pour Madame Le Pen. Et je vous le redis, qui est-ce qui est responsable du score de Madame Le Pen? Ceux qui vont voter Madame Le Pen, pas ceux qui la combattent, comme c'est notre cas, comme c'est le mien. Parce que moi, aucun de tous les antifascistes d'opérette qui sont venus m'aider quand je suis allé à Hénin-Beaumont. Bon. Et puis il y a aussi un deuxième coupable des votes Le Pen, c'est ceux qui précipitent les gens, qui les poussent dans le dos pour aller voter Le Pen. Eh bien je vais vous le dire parce que vous le savez comme moi. Là-dedans, il y a des gens qui sont tellement fâchés qui finissent par devenir fachos. Mais au départ, ils n'avaient pas envie d'être fachos. Et même à l'arrivée, bien sûr que vous avez des racistes là-dedans. Mais vous en avez surtout des exaspérés, des abandonnés, des humiliés. À tout cela, ils commencent de changer d'avis. Et de se dire, eh bien, puisque Mélenchon et ses amis cèdent à rien ni à personne, et qui négocient avec rien ni personne, et qu'il n'y a ni tambouille ni combine, alors on va les aider eux. Et moi, j'en vois qui reviennent vers nous. Et c'est notre plus grand titre de fierté. Parce que nous avons toujours été d'abord le camp des humiliés, des opprimés, des délaissés, des abandonnés, des méprisés. C'est cela d'abord qui compte pour nous. Bon, alors ils recommencent à me jeter des pierres. Je vais finir là-dessus. Ouais. Alors je fais un meeting à Montreuil, il y avait un monde fou, hein. Et au milieu du meeting, on me passe un truc, merci beaucoup. On me passe un papier, on me dit, t'as vu ce qu'a dit machin, Cazeneuve, j'ai oublié son nom. C'est pas que je le méprisais, c'est que je l'ai oublié, ça arrive à tout le monde. Alors j'ai dit, comment vous l'appelez celui-là? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'a pas voulu se prononcer contre le Front National, sale menteur. Mais bien sûr, c'est fait exprès, c'est fait pour salir. Pourquoi il fait ça? Réfléchissons un instant, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il va y avoir 2 tours à l'élection législative. Et au deuxième tour, ce qu'ils veulent, c'est battre le nôtre. Parce qu'ils savent que dans des tas de circonscriptions, au deuxième tour, il y a un candidat de la France Insoumise et il y a un candidat soit de Macron, soit de la droite. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous perdions. Parce que c'est de nous dont ils ont la trouille. Et ils ont raison d'avoir la trouille de nous. Parce que réellement, nous avons l'intention de tout changer et de réorganiser complètement les règles qui régissent cette société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on peut le faire parce que c'est déjà écrit dans le programme L'Avenir en commun. Bon, alors comme ils ont compris ça, il faut qu'ils me jettent des pierres tous les jours de la bouillasse. Alors je réponds, je dis, mais comment, qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Il a dit de moi que j'avais manqué à la République. Mais c'est pas ce bonhomme qui va me donner des leçons. Lui, il était ministre de l'Intérieur. Quand un jeune homme est mort, Rémi Fraisse, lui il était ministre de l'Intérieur, quand vous avez fait des manifestations contre la loi El Khomri tout autant que vous êtes, et que pour la première fois de votre vie vous avez découvert ce qu'était une NAS, qui est un moyen de vous enfermer et de vous gazer et de vous matraquer. Il faut que je rappelle comme il y a eu de gens éborgnés dans cette affaire, c'est lui qui était ministre. La tradition, c'est qu'un ministre est le chef de son administration, donc il répond des actes de son administration. C'est trop facile d'organiser une bataille rangée dans un pré comme ça a été le cas à Stevens, et après quand ça dégénère de dire c'est la faute du gendarme qui a tiré dans la nuit. Non, c'est pas la faute du gendarme qui a tiré, c'est la faute de celui qui a donné l'ordre qu'il fallait utiliser des grenades offensives. Voilà la faute de qui c'est. Alors moi,
j'étais tout fâché de voir qu'il s'en prenait à moi. Pourquoi? Parce qu'il essaye de me faire passer pour un exagéré, vous savez. J'ai fait 11 prises de parole la semaine dernière. J'ai parlé 5h30 comme je suis en train de le faire là. Et ils me prennent sur, quoi, 2 secondes où j'ai parlé d'un assassinat. C'est le mot qui vous dérange, alors je mets homicide. Mais les faits n'ont pas changé pour autant. Le jeune Rémi Fraisse, il n'est pas mort dans un accident de la route. Il est mort parce qu'il s'est pris une grenade offensive qui a été tirée en pleine nuit par des gens qui n'avaient même pas un civil pour donner l'ordre. Alors le problème, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi est mort Rémi Fraisse. Et si M. Cazeneuve veut qu'on parle, parce qu'il paraît qu'il veut me faire un procès en diffamation, eh ben vas-y bonhomme, fais un procès en diffamation pour voir. Parce que pour la première fois, on va pouvoir mettre sur la table tous les éléments qu'on a sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Et on va faire venir les reporters, les journalistes de reporters qui ont fait des papiers, des enquêtes, et ceux de Mediapart. Et on verra bien qui est-ce qui a raison sur cette histoire-là. Et le mot assassinat, dont je veux bien admettre qu'il puisse être mal calibré dans le fil d'une phrase. En attendant, c'est l'expression qu'avait utilisée le père de Rémi Fraisse pour en parler. Et moi, à l'époque, j'avais demandé la démission de Cazeneuve. Et je continue à dire qu'il est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et que le souvenir de Rémi Fraisse, c'est pas de la bonne publicité pour eux. Ah là là, je sais pas ce qu'il y a dans l'air ici, mais c'est épouvantable. C'est pire que chez moi, là-bas, au boulevard. On voit bien que c'est de l'air pollué, mais pauvre. Et moi, j'ai pas de petits à la maison, mais alors ceux qui ont des petits, ça doit pas être drôle en ce moment. Qui c'est qui a des petits ici à la maison? Non, il n'y en a pas? Si, quand même, il y en a un. Ben, là. Salut, bonhomme, vous aussi? Ah, ma pauvre dame. Non, c'est pas mieux, les platanes. Bon, maintenant, encore une mauvaise nouvelle pour vous stimuler bien, là. Le type, il a décidé, vous avez remarqué qu'on peut parler de rien? Une fois de plus, on a passé 1 mois et 1 semaine à parler des costards de Fillon pendant l'élection présidentielle. Cette fois-ci, nous voilà embourbés avec M. Ferrand, bon, qui a sa manière à lui de concevoir la vie et la morale, mais quand même, vous êtes d'accord, c'est un problème qu'on ne puisse pas parler d'autre chose. Il faudrait quand même que vous sachiez au moins une chose, après, je vais arrêter. Il a prévu d'augmenter la CSG. Écoutez bien, l'augmentation de la CSG qu'il prévoit pour les travailleurs qui sont dans le secteur privé, ça va remplacer les cotisations chômage et maladie. Je ne me trompe pas, chômage et maladie. Bon. Alors, une fois qu'ils auront transféré du salaire brut vers le salaire net, vous pouvez avoir un chouïa qui est gagné. Pourquoi? Qui débordera de ce que la CSG vous aura pris. Bon, ça c'est pour le privé. Attention, hein, parce que le petit quelque chose en plus, c'est peut-être ça qui va vous faire changer de tranche d'impôt, vous allez sentir passer la différence. Mais j'oublie ça pour un instant. Les autres, écoutez-moi, si vous êtes retraité ici, si vous êtes travailleur des collectivités locales, ou si vous êtes fonctionnaire, vous n'avez jamais payé d'assurance sociale de cette nature, donc vous ne verrez rien revenir. Et alors surtout quand vous êtes retraité, ben par définition, vous ne courez plus le risque d'être au chômage puisque vous êtes retraité. Et que le système social chez nous, c'est un système d'assurance. Donc vous êtes assuré quand vous êtes d'actif pour le chômage. Mais quand vous êtes retraité, ça n'a aucun sens. Ben, en attendant, vous paierez quand même la CSG. Et nous, on a fait le calcul que ça va coûter plus cher que les points de TVA que comptez vous coller, monsieur Fillon. Est-ce que tout le monde suit bien ce que je suis en train de raconter? Écoutez-moi, si vous avez une paye de 1 200 €, c'est beaucoup 1 200 € pour bien des gens qui sont catégorisés, et pour les retraités, je ne vous raconte pas à quel point c'est fait beaucoup d'argent. Eh bien, ça vous fera 250 € de moins. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine qu'on en parle, de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée qu'a trouvé M. Macron? Et au total, vous savez ce que ça veut dire pour le pays? 20 milliards de moins de consommation populaire. Parce que vous autres, les retraités, ou les petites payes à 1 200 €, la petite paye, vous la dépensez toute dans le mois, et vous faites tourner le business comme ça. Tandis que ceux qui ont plus, ça leur sert à rien ce qu'ils ont de plus. C'est pas ça qui va faire tourner la machine. Donc, ils vont retirer 20 milliards de plus de la consommation populaire. Voilà, ces gens-là, ils ont un modèle dans la tête. Ils pensent que si chacun fait la guerre à tout le monde, la société ira mieux. Et nous, on pense que si chacun arrête de faire la guerre à tout le monde et est reconnu dans sa dignité et dans ses droits, alors chacun de nous sera meilleur et la société sera meilleure. Voilà l'idée qu'on s'en fait. Bon, allez, maintenant, je dois sauter sur quoi? Le métro, c'est pas encore la moto. Des fois, ils me mettent sur une moto. Ils respectent rien. Bon. Bon, les gens, interrogation. Ça va aller vite. Zut, vous avez oublié qu'il s'appelle Laurent Levard. Derrière. Si, ça arrive. Alors, vous arrivez dans le bureau de vote. Mon Dieu, vous n'allez pas retourner à la maison pour rechercher le papier, lequel ça peut bien être.
Allez, interro, lequel? Comment vous faites pour reconnaître à coup sûr votre bulletin? Magnifique. Vous avez rien dit, vous, madame? Juste vous rigolez. Fi, madame. C'est le fi. Bon. Le fi, c'est fait pour qu'on reconnaisse le bulletin de vote. Et en même temps, j'en profite pour vous dire une chose. Je la répète partout parce que je veux que tout le monde se la colle dans le crâne. Dans notre pays, il y a 2,5 millions d'illettrés. Vous savez, être illettré, ça ne veut pas dire qu'on est bête, qu'on n'a pas de culture, ou qu'on n'a pas de cœur, ou qu'on n'a pas un métier, ou qu'on ne connaît pas des poésies par cœur, ou qu'on ne sait pas jouer de la musique. Comme des gens qui sont lettrés, qu'eux, ils ne savent pas le faire tout ça. Ça veut juste dire qu'on a du mal pour lire. Et des fois, c'est normal qu'on ait du mal pour lire, parce que ce n'est pas l'écriture qu'on avait à l'origine. Eh ben, si je vous envoie dans un pays arabe où c'est écrit en arabe, vous ne l'aurez pas en illettré, vous n'arrivez pas à lire. Ou si vous allez en Grèce, ou si vous allez en Russie, non plus, vous ne pouvez pas lire parce que ce n'est pas votre alphabet. Eh bien, c'est pas plus que ça. Mais nous autres, justement parce qu'on est ce qu'on a dit, nous, chaque personne pour nous, doit être reine dans la cité. Et par conséquent, quand vous entrez dans le bureau de vote, si vous ne savez pas lire, mais que vous voulez voter la France insoumise, eh bien vous pouvez repérer tout de suite votre bulletin de vote et vous êtes rétabli dans votre dignité de personne humaine, à égalité avec tous les autres qui sachent ou qui ne sachent pas lire. Et ça, c'est important pour nous tous. Les gens, méprisez jamais personne. Vous avez une tâche, chacun d'entre vous a une responsabilité. Si les 7 millions qui sont venus voter pour nous, pour l'élection présidentielle, reviennent pour la législative, c'est nous qui avons gagné. Voilà pourquoi ils passent leur temps à vous dire que ça ne sert à rien d'y aller, parce qu'ils espèrent bien que vous n'y allez pas. Ou bien que vous avez quelqu'un qui est à votre tête et que c'est un type qui est tellement exagéré qu'on ne peut pas lui faire confiance. C'est ça qu'ils espèrent obtenir de vous, que vous arrêtiez de bouger d'être les têtes dures que vous êtes. Par conséquent, ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper de ceux dont vous avez entendu dire autour de vous qu'ils ont voté avec nous à l'élection présidentielle pour les ramener pour l'élection législative. Et là-dessus, vous les élisez celui-ci. Bon, allez, fin de l'interrogation écrite. Quel est le prénom du député qu'il faut élire? Et de sa suppléante, peut-être qu'elle est députée si Laurent est ministre de l'Agriculture. Parfait, 10 sur 10 à tout le monde. Les amis, je cours là où je dois aller maintenant. Je vous remercie d'avoir été là, ça m'a fait très chaud au cœur et ça m'a remonté le moral après ce que j'ai pris. Alors Laurent Levard et Nathalie.